Donc c'est parti pour notre causerie sur la thématique de la bibliothèque de demain. Et avant toute chose, je vais inviter nos intervenants à se présenter, à me parler un petit peu des fonctions qu'ils occupent au quotidien pour expliquer un petit peu leur présence parmi nous. Donc on va commencer par qui veut commencer parmi vous? Non? Qui se jette la patate? Christian Robert, président de l'association des éditeurs et un petit peu concerné par le développement de la lecture publique, puisqu'on en reparlera sans doute après. Il y a une volonté politique commune, mais concrètement, pour l'instant, on reste avec la bibliothèque de la Maison de la Culture, dirigée par Veille-Toi, et qui peut-être est insuffisante en termes de surface pour la population de Polynésie. Bonjour, je suis Virginie Classen. Je suis aujourd'hui consultante spécialisée dans toutes les questions numériques en relation avec le monde du livre et l'édition. Et j'ai passé une grande partie de ma carrière dans un groupe d'édition et aussi à travailler sur des projets, notamment le prêt numérique en bibliothèque. Yorana, je me présente, Veitua Tokorani, le directeur de Tefare Tauitinui, Maison de la Culture, et le plan de lecture public fait partie de nos priorités. Yorana, Christophe Ogias, directeur de la culture, de la condition féminine et de la citoyenneté pour la Nouvelle-Calédonie, et puis j'étais très longtemps bibliothécaire. Donc voilà, maintenant que tout le monde s'est présenté, on a déjà commencé à amorcer la question. Quel est l'état de la bibliothèque aujourd'hui? Comment vous voyez la présence de la bibliothèque dans notre société? Vous voyez que vous voulez la développer, on en a parlé. Et quels sont les plans que vous avez pour ce développement de nos bibliothèques locales pour les lecteurs et pour les attirer aussi? On en parlait tout à l'heure avec Veille-Toi. Alors, vous avez un constat qui a été fait à travers un rapport dressé par le Centre national du livre en mars 2025. Donc, c'est un rapport qui est librement accessible au public. Vous pouvez tous le consulter sur le site internet. Et le constat est relativement simple. En Hexagone, on constate qu'il y a moins d'emprunteurs, moins de personnes qui vont en bibliothèque, moins de personnes qui lisent, des modes de consommation qui sont différentes aujourd'hui, notamment à travers le numérique. Donc c'est un constat qui fait que effectivement la lecture publique, de manière générale, est en régression. Du coup, l'objectif à nous tous, c'est vraiment de renverser cette tendance. Ouais, peut-être intervenir sur peut-être un constat de ce qui existe aujourd'hui, qui peut-être une bonne base de départ. Donc, Veille-Toi pourra en parler. Il y a la bibliothèque de la Maison de la Culture, qui historiquement, à mon sens, la seule bibliothèque vraie bibliothèque de ce pays. On va parler un petit peu. Après, il y a des projets. Alors, pour le monde politique, très souvent, il se décharge sur ouais, mais il y a des CDI dans les écoles. Si ce n'est qu'on pourra en parler aussi, est-ce que le CDI est une bibliothèque? Après, il y a des projets associatifs, j'en connais au moins une à Taha. Il y a le projet de Chantal à Wahine, qui est une vraie bibliothèque avec des moyens, avec évidemment les classiques, 30% de renouvellement du fonds, etc., des moyens. J'ai appris hier, et j'étais à Villafranca, qu'à Mouréa, il y aurait une association là, qui a y compris un bibliobus. Et après, nous, au fil du temps, on a vu des bibliothèques se créer. Je pense à Travao, qui avait une bibliothèque qui était plutôt digne de ce nom, et qui, je crois, au bout d'un an et demi, 2 ans, s'est arrêtée, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de connaissance de ce que ça implique que de mettre en place une structure de lecture publique. Peut-être avec toi à parler de la Maison de la Culture, parce que la bibliothèque, c'est quand même quelque chose qui est important ici. Je sais pas, vous avez une petite surface, vous avez un paquet d'abonnés, c'est des choses qui sont intéressantes, il me semble. Effectivement, la médiathèque de la Maison de la Culture, elle se compose de 2 bibliothèques. Une bibliothèque pour les enfants et une bibliothèque pour les adultes. Grosso modo, c'est 30 000 ouvrages à l'année. Et on peut
ce par quoi je peux commencer par rapport au constat que j'ai fait à travers ce fameux rapport, c'est qu'on, d'une certaine manière, on a pu, ces dernières années, renverser la vapeur, où on constate plus d'emprunts et plus de lecteurs qui viennent en bibliothèque. Alors, comment? Eh bien, ce qu'on a développé ces derniers temps, c'est vraiment le nombre d'animations autour du livre qui sont entièrement gratuites et accessibles au plus grand public. Donc, en fait, on attire le public à venir dans nos murs avec ces animations, puis, à travers ces animations, ils s'empruntent du livre, ils s'abonnent à nos bibliothèques, ils viennent plus régulièrement consulter les ouvrages et ils viennent plus souvent emprunter. Le résultat, on a beaucoup plus d'emprunteurs et de lecteurs qu'avant. C'est aussi un autre point qui est vraiment très intéressant, c'est la façon dont on a rendu plus accessible le rapport au livre dans l'opérationnel. Aujourd'hui, on a mis en place un abonnement famille. Auparavant, lorsque un usager vient en bibliothèque, il vient pour lui et lui seul, il prend son abonnement à l'année. Aujourd'hui, si par exemple je suis père de famille, j'ai une compagne et des enfants, je prends un abonnement pour moi, mais je prends cet abonnement-là, il est valable pour toute la famille. Ainsi, effectivement, ma femme peut venir emprunter des livres, mes enfants surtout peuvent emprunter des livres. Juste ça, on a constaté effectivement une recrudescence du nombre de prêts, du nombre de lecteurs. Un constat aussi avait été fait dans le rapport national où, par rapport à nos modes de consommation d'aujourd'hui, le rapport que l'on a au travail, le rapport que l'on a au temps, le rapport que l'on a au numérique et à nos activités paraprofessionnelles fait qu'on a du mal à se déplacer en bibliothèque. Et le constat qui avait été fait, c'est qu'effectivement, la durée d'emprunt à l'échelle nationale n'était pas suffisante. Le nombre de livres qui peut être emprunté n'était pas suffisant. Or, nous, on a, justement, pour renverser cette vapeur, on a augmenté la durée d'emprunt à 1 mois. On a augmenté aussi le nombre de livres qui peut être emprunté par personne à 10 livres. Ces petits éléments-là permettent déjà, effectivement, de repenser le mode de consommation autour du livre. L'exemple calédonien, peut-être, c'est... Oui, juste un ou deux mots sur les bibliothèques publiques en Nouvelle-Calédonie. Donc, on sort d'une longue période de développement du réseau de lecture publique qui a commencé à la fin des années 90 par le renforcement de la bibliothèque centrale, la bibliothèque Bernheim, que j'ai eu la chance de diriger pendant longtemps. Cette bibliothèque centrale a permis, par une action de soutien, le développement et l'éclosion de bibliothèques municipales. Aujourd'hui, la plus grande partie des communes de Calédonie sont équipées de bibliothèques. Alors, c'est pas aussi beau et aussi simple, mais c'est l'histoire des bibliothèques au niveau historique. Hein. Je crois qu'on a des hauts et des bas. Hein. La bibliothèque d'Alexandrie a rayonné, puis elle a brûlé, chose qui est arrivée aussi en Nouvelle-Calédonie l'année dernière. Mais donc les bibliothèques se construisent, elles grandissent. Elles dépérissent, elles brûlent, elles se reconstruisent, et voilà. Et elles évoluent avec leur temps, avec l'environnement. Ici, en Océanie, on a des situations particulières, éparpillement de la population. Ici, c'est l'insularité, etc. Et donc, chaque pays a une stratégie à développer en fonction de sa population, de sa géographie, de son histoire, etc. Donc ça a fonctionné en Calédonie pour un certain nombre de raisons qui seraient pour certaines applicables ici, je pense, pas pour toutes bien sûr. Et aujourd'hui, je crois que toutes les bibliothèques pâtissent d'un manque de moyens, ça c'est aussi cyclique. Hein. Et on voit bien dans les pays qui sont en explosion économique, les grandes bibliothèques phares aujourd'hui sont dans les grands pays qui sont en train de se développer aujourd'hui. Je pense que Virginie dira un mot sur la Chine, par exemple. Donc, en Nouvelle-Calédonie, on est dans une phase difficile. Vous savez peut-être ce qui s'est passé l'année dernière, ça n'arrange rien. Mais on a quand même une résilience de ce réseau qui existe et qui se maintient aujourd'hui, même si on a connu les mêmes baisses
avec l'arrivée d'Internet, etc., des nouvelles. Mais je pense que la bibliothèque doit muter, comme elle a toujours fait. Hein. L'histoire des bibliothèques date de plus de 2000 ans, elles sont encore là. Je pense qu'elles sont là pour rester. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur... on appelle toujours ça des bibliothèques. On est passé un peu sur le terme médiathèque, mais qui a du mal à prendre. Hein, on revient à la bibliothèque, et même si étymologiquement, on n'est plus exactement dans un lieu uniquement de livres, on pourra en parler, ce lieu-là a vocation à continuer. Oui, donc tu disais que dans certains pays en développement rapide, il y a des moments très fastes pour les bibliothèques. Effectivement, c'est le cas en Chine, même si le moment très faste est en train de s'estomper un petit peu en ce moment. Mais j'ai eu la très grande chance de pouvoir, l'an dernier, visiter la bibliothèque de Shanghai. Et j'imaginais que ça serait impressionnant, mais j'imaginais pas être impressionné à ce point. C'est-à-dire que c'était une bibliothèque flambante neuve, immense, à la fois très grande et très pensée pour que chacun s'y sente bien. Et j'ai eu le droit à une visite complète de la bibliothèque. Et notamment, ce que j'ai pu observer, c'est tout un côté très classique de salle de lecture, avec des petites notes de haute technologie qui font que sur chaque rayonnage, il y a des puces électroniques qui permettent, quand quelqu'un enlève un livre, que automatiquement le système de la bibliothèque sache que le livre s'en va. Des choses qui autrefois étaient inaccessibles, qui ne sont pas si compliquées aujourd'hui, mais qui étaient complètement appliquées là-bas. Donc une espèce de modernité dans la logistique de la bibliothèque. Et puis aussi une attention portée au goût des gens de faire des choses dans les bibliothèques qui ne soient pas seulement celles qu'on a toujours faites. Notamment, il y avait ici et là des petites cabines un peu qui ressemblaient à des cabines téléphoniques. Et mon guide m'a expliqué que en fait, c'était des cabines d'enregistrement. Il m'a dit les usagers des bibliothèques ici adorent une chose, c'est s'enregistrer en train... En fait, vous êtes précurseur ici avec Raconte-moi une histoire. Vous avez copié avec l'endroit où les gens peuvent s'enregistrer. Et là-bas, c'est une pratique offerte par la bibliothèque. Vous prenez un livre dans la bibliothèque, vous allez dans la cabine, vous vous isolez et vous enregistrez un chapitre ou une partie du livre que vous pouvez vous adresser à vous-même pour ensuite la diffuser auprès de vos enfants, de votre famille, de qui vous voulez. Et bon, il y avait beaucoup de choses. Il y avait une autre chose qui était très intéressante, c'est que les bibliothèques sont évidemment des lieux de lecture publique, mais c'est aussi, surtout pour les bibliothèques nationales, des lieux de conservation du patrimoine. Donc, ils ont pour mission à la fois d'offrir aux gens la possibilité d'accéder aux livres, mais aussi une obligation pour les bibliothèques nationales de conserver tous les livres. Et là-bas, non seulement ils conservent tous les livres, mais ils ont conservé des éléments très importants dans la société chinoise qui sont les éléments de généalogie. Et ce n'est pas seulement les noms des familles, mais c'est les noms des familles avec énormément d'informations sur les activités des familles, sur les activités des hommes des familles, parce qu'en fait, les activités des femmes ne sont pas tellement consignées, malheureusement, dans les généalogies. Alors, donc, ils ont numérisé cette énorme quantité de données et surtout, c'est ça qui est intéressant, ils ne se contentent pas d'avoir ça dans des serveurs, dans des fichiers cachés. Ils ont conçu des outils de consultation qui permettent à chaque Chinois d'aller chercher son nom et sur l'écran de parcourir de manière interactive les généalogies pour accéder à la fiche de sa famille. Et énormément d'habitants de Shanghai viennent consulter cet outil qui permet d'aller visiter sa propre généalogie. Donc c'est des choses... C'est des usages nouveaux, étonnants et performants qui étaient assez inspirants. Je sais qu'il y a quelques années à TFTN, on partait sur le développement de l'emprunt numérique et justement de la littérature numérique. Où est-ce qu'on en est en fait au final de cette facette? Alors on a développé en 2023 le portail de la médiathèque en numérique justement avec la mise en valeur et la promotion des livres. On commence aussi tout juste à développer le livre en format numérique, en e-book, pas encore en audio. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il faut qu'on ait ce rapport il faut qu'on utilise nos modes de consommation actuels et qu'on ait un rapport qui ne soit pas en barrière avec le numérique, mais vraiment avec. Parce que de mon simple raisonnement, ce qui marche très très bien pour permettre
aux gens, de les inciter à lire, c'est tout simplement le bouche à oreille. Et le retransformer à travers les réseaux sociaux, à travers le site internet, à travers l'ensemble des modes de consommation qu'utilisent principalement les jeunes, c'est quelque chose qui permet, qui est attrayant en termes d'emprunt. Moi, par rapport en fait à ces concepts-là, je pourrais citer le philosophe Pierre Crétois dans son dernier livre, qui parle en fait d'une nécessité de réappropriation en fait des bibliothèques, que ce soit du concept en fait ou du lieu, et d'être capable en fait d'investir les bibliothèques et de dépasser le fait que les livres soient quelque chose de fermé, que ça peut être pour d'un certain niveau d'études ou de quoi que ce soit. Et en fait, à partir de ce concept-là, on pourrait transformer les bibliothèques et le rapport à la lecture. Christophe, le bibliothèque lieu de vie, c'est un sujet que tu maîtrises. Juste pour partir là-dessus, c'est une des réussites du réseau calédonien, c'est qu'on est vraiment parti sur des choses très populaires. Et c'est-à-dire qu'il ne faut pas être élitiste, même si une bibliothèque territoriale va avoir le patrimoine, etc. Mais ce patrimoine, il est fait pour le peuple, pour les gens. Donc voilà, certes, on a des techniciens derrière qui font tout ça, mais on doit surtout être au contact des populations et attentif à leurs besoins, à leurs envies, etc. Et puis créer, avoir une offre. Pour moi, les bibliothèques, on parle beaucoup de livres et on est dans un salon du livre, mais les bibliothèques, c'est avant tout maintenant un lieu de convergence des œuvres et des savoirs, ce qui est beaucoup plus large que le livre. Voilà. Une bibliothèque, elle peut programmer du spectacle vivant, du théâtre, etc. C'est du texte, de la musique, où il y a aussi du texte beaucoup, mais on n'est pas arc-bouté sur le texte. Des formes numériques. On parle du tiers-lieu, donc on peut y venir pour travailler. C'est un outil de travail pour les gamins extrascolaires, mais un outil de travail pour les gens qui n'ont pas forcément les conditions de faire ça chez eux correctement ou qui n'ont pas de connexion, etc. Donc aujourd'hui, les modes de consommation des gens, vous remarquerez que dans le monde entier, les gens s'attendent de plus en plus à trouver une gamme de services au même endroit. Et donc, les bibliothèques, à mon sens, doivent, et c'est ce qu'elles font, elles diversifient leur offre. Et cette diversité d'offres, elle permet à des personnes de venir pour quelque chose et de découvrir autre chose. Ça devient un lieu de découverte. Et au-delà de la convergence de ces savoirs, c'est aussi, et là c'est un petit peu ce qu'évoquait Virginie tout à l'heure, je l'ai vu aussi à Singapour. Par exemple, à Singapour, la bibliothèque est le lieu de la collecte de l'histoire orale. Les gens viennent simplement raconter l'histoire de leur famille, raconter leurs histoires, leurs anecdotes, etc. Tout ça est archivé et toutes ces petites histoires viennent documenter petit à petit la grande histoire. Et on a cette interaction qui s'établit où tout un chacun peut venir écouter les histoires des autres. Son histoire est là aussi, quelque part enregistrée et accessible. Donc il y a une infinité de possibilités dans ce que la bibliothèque peut devenir. Je vais m'arrêter là parce qu'après on pourra peut-être un peu décliner. On parlera de l'intelligence artificielle à un moment ou à un autre. Surtout que tu me disais qu'on te pose souvent la question quand tu te balades dans le salon, tu te fais arrêter pour parler de l'intelligence artificielle. Du coup, quelles seraient les pistes de réflexion pour le développement de nos bibliothèques locales au niveau Est-ce qu'on devrait se concentrer sur les activités ou d'abord sur une optimisation de l'espace ou même sur des succursales de la bibliothèque de TFTN? Sur quoi on pourrait partir pour développer les choses ici? Est-ce que quelqu'un a une idée parmi vous? On peut peut-être déjà faire un tout petit retour, pas si loin que ça, il y a 2 ans. C'est un projet qui a commencé il y a 6-7 ans d'un centre culturel à Paufey, qui était un immense lieu de culture, dans lequel il y avait le projet de mettre tout ce qui était médiathèque, bibliothèque, et de réserver l'espace sur lequel on est aujourd'hui et la Maison de la Culture pour le spectacle vivant. Cette option a visiblement été abandonnée. Avec toi, et plus dans le secret des lieux que moi, mais il me semble que ça a été abandonné. J'ai vu ça dans la presse. Ça, c'était une vision. Moi, je pense que notre problématique aujourd'hui, et je m'avance un peu sur un terrain politique, mais c'est qu'est-ce qu'on veut. Après, ce qu'on mettra dans le lieu, si c'est un lieu de vie, si c'est un lieu de convergence,
Après, c'est pour quel public on veut de la lecture publique. Je crois que la première chose, il me semble, c'est ça. On parlait des îles éloignées, c'est une nécessité. Enfin, si on veut que les gens lisent, on peut aussi estimer que c'est pas de chance d'aller dans une île. Mais si on veut ça, et ça c'est une vraie question, parce que les modèles évidemment seront différents. Faire une bibliothèque à Takapoto, 100 personnes, c'est pas tout à fait pareil que Paufei. Et après, là, on glisse sur le politique et le technique aussi. Et ben, toi, représente un peu le technique. Donc ça, c'est intéressant de voir ce que toi, tu penses, si vous avez avancé un petit peu, ou si c'est encore en projet de rassembler des gens. Toi, tu es au courant de tout. Alors effectivement, l'ambition du pays, si je peux me permettre de parler au nom du pays, surtout de la Maison de la Culture, c'est qu'il y a un projet de réhabilitation du centre de Veyami à compter de juin 2026. Projet effectivement qui est avec le ministère de la Culture, en collaboration avec la Direction de la Culture du Patrimoine et la Maison de la Culture, sur lequel les ambitions effectivement c'est d'agrandir déjà la bibliothèque actuelle, vraiment renforcer, comme on l'a dit, la bibliothèque, l'agrandir, diversifier effectivement les activités, pour proposer une offre nouvelle. C'est vrai que aujourd'hui, hier et aujourd'hui, la bibliothèque est un lieu de consultation, mais elle doit être vue, et Christian, on l'a dit autour, comme un véritable écosystème avec plusieurs pratiques autour du livre pour faire justement permettre aux gens de venir et de lire. Et au-delà de ça, c'est tout simplement, c'est tout simplement de développer plus de points de lecture publics en dehors de la Maison de la Culture, en dehors du projet que je viens d'évoquer. Il faut vraiment que la lecture publique soit accessible partout, et même dans les îles les plus éloignées, surtout. On est bien d'accord là-dessus. Christophe nous donnait la piste de réflexion autour de l'intelligence artificielle. J'ai envie de glisser justement sur les nouvelles technologies. Et du coup, quelle serait la place de l'IA dans le développement de ces bibliothèques ? Déjà, pour des choses très, très pragmatiques, je pense qu'il y a toute une partie technique du métier qui consiste à indexer, et à cataloguer, etc., qui prenait beaucoup de temps aux bibliothécaires. Il y avait des ayatollahs du catalogage, il y en a encore. Moi, j'ai toujours pensé que les bibliothécaires étaient plus là pour faire la médiation du livre plutôt que pour taper sur des ordinateurs. Et l'intelligence artificielle est très bonne, on en parlait hier, pour générer des métadonnées, pour décrire un document et pour suivre et créer une fiche technique pour chacun de ces documents, et de manière à ce que les bibliothécaires n'aient plus à le faire. Alors déjà, c'est très, très simple, mais c'est très efficace, et ça va dégager du temps pour que les bibliothécaires puissent faire de la médiation. Que ça ne soit pas une excuse pour réduire le nombre de bibliothécaires. Je le précise, ici, je le dis haut et fort, parce qu'on va avoir besoin d'eux pour aller vers les gens et pour faire la médiation du livre. Voilà. Mais ça va dégager enfin ce temps-là. Ensuite, ça va toujours au niveau technique, ça va nous permettre de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus profonde d'avoir une idée précise des fonds. Parce que quand on a une bibliothèque où il y a 100 000 livres, il est difficile d'avoir une image précise des équilibres qu'il y a dans ce fonds. Voilà. Et là, on pourra, grâce à l'intelligence artificielle, avoir des politiques documentaires beaucoup plus pointues et simples à mettre en œuvre. C'est-à-dire de dire, tiens, la représentation du roman italien est ridicule, il faut absolument en racheter, tel genre ou tel style ou telle école sont pas assez représentés, tel domaine du savoir. Donc ça ce sera vraiment utile pour avoir une offre équilibrée et avoir une vision profonde des collections, à mon sens. On a parlé tout à l'heure, Virginie parlait des étagères intelligentes et tout ça. Ça, c'est la technologie RFID. Donc, chaque livre est géolocalisé. À Singapour, j'ai vu qu'on emprunte les livres directement avec son smartphone. C'est-à-dire qu'on ne va plus voir le bibliothécaire pour prendre le livre, on le prend en rayon et bip, il est à nous. Et on sort avec. Donc ça,
chaque petit mouvement et petit geste qui permet de faciliter, de fluidifier et de rendre de plus en plus populaire et accessible, ce sera un bienfait. Et ensuite, on en parlait un petit peu hier, personnellement, je pense, mais alors là, on extrapole, mais ça va tellement vite que je pense que ça deviendra une réalité assez rapidement, où l'intelligence artificielle pourra faciliter l'expérience de la littérature, pas forcément sous la forme de lecture, et encore, parce que tout reste à imaginer, mais on parlait des livres audio qui pourront être développés beaucoup plus massivement, et puis de pouvoir avoir l'expérience, pourquoi pas avec l'intelligence artificielle, on va très loin d'illustration, de l'expérience d'un livre, au-delà de la seule lecture. Donc je pense que ça peut aller très loin sur l'intelligence artificielle. Je vais m'arrêter là parce qu'on pourrait faire un débat uniquement là-dessus. Ça tombe bien, il y a un débat après sur l'intelligence artificielle. Virginie, toi qui est dans toutes ces nouvelles technologies, comment tu vois l'avenir des bibliothèques de demain ? Comment technologiquement à quoi vont ressembler les bibliothèques demain pour être au final plus à l'image de notre société qui évolue ? Alors, sincèrement, j'en ai aucune idée. Ok, Par contre, je peux dire deux choses. vas-y. C'est très difficile de faire des prédictions. Je pense que tu ne vas pas me contrarier, Christophe, en termes de que vont devenir les bibliothèques. Parce qu'il se produit aussi parfois des mouvements de balancier. C'est-à-dire qu'on va être dans une espèce d'enthousiasme technologique débridé. Et regardez par exemple ce qui se passe aujourd'hui par rapport à la relation entre les écrans et les enfants. On a été pendant des années, et je n'étais pas la dernière, très enthousiaste sur les potentiels des écrans pour l'éveil des enfants, pour l'éducation, pour une éducation individualisée, etc. Et puis petit à petit, avec le temps qui passe, on s'aperçoit de la catastrophe cognitive totale que comporte le fait de mettre entre les mains d'un enfant très jeune un écran et surtout de le laisser s'occuper avec pendant des heures. Sans parler des parents qui doivent gérer l'addiction aux écrans de leurs enfants et qui passent la moitié de leur vie avec eux à leur interdire et à leur dire « Ah non, tu as déjà eu 1 heure, etc. » Donc, alors, il se trouve qu'à Paris, par exemple, aujourd'hui, il y a une bibliothèque, je crois, dans le 18e, qui s'est positionnée sur ce créneau de lieu sans écran. Vous pouvez envoyer vos enfants dans cette bibliothèque, ils ne vont pas être soumis à des écrans et on va leur proposer des activités, alors évidemment de lecture de livres imprimés, mais aussi de jardinage, d'activités manuelles. On va les laisser dans la vraie vie, seuls avec eux-mêmes ou avec leurs petits camarades, mais pas dans une expérience toujours médiée par l'écran. Donc ça peut être une voie possible aussi, c'est-à-dire après un espèce d'enthousiasme débridé, revenir à quelque chose qui renvoie à une certaine simplicité, et une certaine sobriété aussi, et surtout à une hygiène, une écologie de l'esprit, quoi. C'est-à-dire, c'est bien que les enfants apprennent à lire, mais il va falloir apprendre à gérer son attention, gérer son temps de lecture. C'est pas seulement les enfants. Moi aussi, vous aussi, je pense. Vous avez à vous méfier de l'addiction que procurent les réseaux sociaux et au temps qu'on peut passer sans le voir filer à faire des choses parfaitement sans intérêt, mais simplement parce que c'est facile, c'est simple, etc. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est une anecdote, c'est en relation avec l'intelligence artificielle, et c'est une anecdote. C'est une anecdote que j'ai racontée hier à des lycéens avec qui j'ai eu un atelier. Il se trouve que de plus en plus, des bibliothécaires racontent la même histoire. Des personnes viennent les trouver et leur demandent des titres d'ouvrages qu'ils ne trouvent pas. Et en fait, quand ils cherchent bien, ils s'aperçoivent que les ouvrages n'existent pas. Et ça, ce n'est pas un événement isolé. Donc, de plus en plus d'étudiants viennent en bibliothèque demander une référence. Alors, parfois, l'auteur existe, mais le livre n'existe pas. Mais parfois, ni l'auteur, ni le livre n'existent. Et en fait, c'est simplement le résultat d'un usage de ChatGPT, pour parler simple, pour prendre un exemple, dont on sait que de temps en temps, parmi plein de choses extrêmement sophistiquées, intelligentes et pertinentes qu'il peut produire quand on travaille avec, eh bien, si un étudiant lui demande une bibliographie sur un sujet, il va lui donner 25 références parfaites, mais il va glisser dedans 3
3 références complètement farfelues qui va générer par erreur. Et donc ça, c'est quand même quelque chose c'est une anecdote qui m'a frappé parce que c'était aussi un petit appel un fort appel à la vigilance. C'est-à-dire, ChatGPT, c'est très performant, mais ça n'est pas du tout exempt d'erreurs. Et il faut aussi d'autant plus développer son esprit critique, pas prendre au pied de la lettre, vérifier les choses. Et ça peut faire partie aussi du travail de la bibliothèque, d'avoir des espaces où on va aider et accompagner les jeunes dans leur apprentissage de ces outils, en leur donnant aussi quelques conseils pour éviter des erreurs comme celle-ci, qui sont des erreurs grossières. Bah, surtout que ma femme a été documentaliste et déjà dans leur formation, ils doivent sensibiliser les jeunes à l'usage de l'Internet et aux fake news et aux choses comme ça. Donc ça peut aller de toute façon dans cette continuité-là. Veille-toi, je voulais revenir par rapport au fait que tout à l'heure tu disais que la tendance de ton côté s'est inversée au niveau des gens qui viennent emprunter des livres. Tu parlais du fait que tu permets d'emprunter plus de livres et tout, mais tu proposes aussi des activités autour du livre qui permettent d'attirer les gens à la bibliothèque et à la Maison de la Culture. Quelles sont-elles? Qu'est-ce que tu as comme... Moi, je pense à la nuit de la lecture, par exemple. Oui, alors lorsque je parlais d'animation, je faisais bien la distinction entre les animations que l'on a de manière assez récurrente, toutes les semaines, le samedi matin en particulier en bibliothèque enfant, que ce soit l'heure du conte ou la langue des signes autour du livre. J'ai à peu près 80 animations par an, et sans compter le nombre d'heures. Et au-delà de ça, effectivement, il y a les événements comme la nuit de la lecture, comme aujourd'hui, le salon du livre, la journée internationale du livre aussi, que l'on a organisée pour sa première édition cette année, qu'on compte renouveler chaque année. Ce sont tous ces petits événements qui permettent justement de faire venir les gens. Ok, donc toutes ces activités autour du livre, ou pas obligatoirement d'ailleurs, puisque c'est aussi, on le disait tout à l'heure, la bibliothèque c'est aussi un lieu de vie dans lequel on peut aussi créer des activités pour que les gens viennent, et de toute façon, de fil en aiguille, les livres finiront par attirer l'œil. J'ai une question pour vous quatre, c'était est-ce que le nombre de lecteurs est vraiment en train de chuter, le nombre de gens qui lisent est vraiment en train de chuter? Ou est-ce qu'il y a simplement une transformation dans la consommation du livre et de la lecture dans la société d'aujourd'hui? En fait, je pense qu'il y a vraiment une alarme sérieuse sur la lecture. Alors, notamment parce que les grands lecteurs, alors là, je parle d'un point de vue éditeur, parce que les éditeurs, c'est des chiffres qui viennent du monde de l'édition. Les grands lecteurs, ceux qui vraiment achètent massivement des livres, vieillissent et voire disparaissent, et ne sont pas remplacés par une génération de lecteurs qui se mettent à lire. Donc il y a une baisse tendancielle qui est quasiment inévitable. Et aussi que les jeunes, qui étaient quand même des grands lecteurs pendant toute la période scolaire et universitaire, leurs pratiques de lecture sont aussi en diminution. Et donc, on observe vraiment des changements radicaux. Alors, on pourrait dire, ils ne lisent plus de livres papier, ils lisent des livres numériques. Non. Ils ont des pratiques culturelles. Ils passent plus de temps à regarder des séries télévisées et à jouer aux jeux vidéo. Le jeu vidéo tient une grande place dans l'emploi du temps, à consulter les réseaux sociaux, à écrire. En fait, il y a beaucoup plus d'activités qui rentrent en rivalité avec le livre. Et c'est peut-être pour ça que la question la plus importante à se poser, c'est comment rendre le livre désirable. C'est-à-dire comment faire passer ce message de « essaye, tu vas voir, c'est vraiment formidable ». C'est vraiment formidable. Alors, il y a des auteurs ici qui font ça tout le temps et qui arrivent à communiquer cet enthousiasme pour le livre. Et c'est vrai que ce n'est pas facile parce que pour accéder au plaisir de lecture, il faut en passer par un moment. Pour rentrer dans un livre, ce n'est pas immédiat. L'écran, le plaisir de la gratification sur un écran, sur TikTok, ou je sais pas quoi, c'est tout de suite, c'est plein de petits chocs. Ah ouais, c'est agréable, c'est agréable, c'est agréable. Même si ça ne fait pas très sens, on est tout de suite dans un état de bien-être. Rentrer dans un livre, le meilleur livre du monde, c'est pas au premier paragraphe. Il faut quand même tenir un petit peu. Et je me souviens que quand j'ai essayé d'emmener mon fils vers la lecture, parce qu'il avait plus de mal à rentrer que ma fille,
j'ai continué longtemps de lui lire des débuts d'histoire, même les Harry Potter à son époque. Pour l'aider à rentrer dedans, je lui lisais les 2 premiers chapitres. Puis au bout d'un moment, il finissait par m'arracher le livre des mains en disant « Bon, ça va, tu peux me laisser tranquille, je vais les finir. » Mais parce qu'il y a cette notion d'embrayage de la lecture pour arriver au moment où c'est agréable. Et en fait, on n'est plus du tout habitué à l'époque d'aujourd'hui à être capable d'attendre le moment où quelque chose va devenir agréable. Il faut que ce soit agréable tout de suite. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un peu... Tu me corriges si je me trompe, mais il me semble que l'inauguration du Festival du Livre Paris l'an dernier, donc avril 2024, Montagne, le président du SNE, a alerté sur la tranche 10-15, il me semble, sur lequel on s'aperçoit qu'on perd des lecteurs. Et c'est du reste un plan national. Tout le monde, la ministre de la Culture avait renchéri pour dire on va s'occuper de ça, vous inquiétez pas. Moi, je suis quand même un petit peu inquiet. Je suis d'accord avec le fait que les grands lecteurs vieillissent, lisent moins, pour plein de bonnes raisons, physiques très souvent. Mais il y a quand même cette alerte sur les 10-15 et c'est quelque chose qui est à la fois un peu paradoxal et c'est pour ça que moi je ne suis pas défaitiste du tout. Il y a des genres littéraires qui naissent et qui attirent un public incroyable. Et là, on ne parle pas de réalité française. Moi, je l'ai vécu l'an dernier ici, où j'ai présenté l'édition à une classe du lycée hôtelier. Quand personne ne lisait, moi, vous lisez, personne ne lisait. Le livre, ça ne vous intéresse pas plus que ça. Et finalement, j'ai prononcé un mot, c'est captive. Captive, il se trouve que c'est le titre d'une série de dark romance. Toutes les filles qui étaient là l'avaient lu. Toutes. C'est des livres qui sont vendus 5000 balles chez Odyssée, qui font 600 pages. Et j'en avais parlé à Chantal, qui est une autrice, lorsqu'on a fait la dédicace chez Odyssée du livre de Henri Hiro, avec Do et Chantal. Dans la matinée, on a vu défiler 15 jeunes femmes, jeunes filles, 15 ans, avec leur maman, et qui venaient acheter 2-3 tomes. Alors, ça veut dire que c'est un investissement de 15 000 balles, c'est énorme. Et 2, c'est en temps de lecture. Et la plupart des jeunes qui sont au lycée hôtelier, donc qui ont 15-16 ans, me disaient, je l'ai lu en 3 jours. Et ça veut donc dire qu'il y a une vraie problématique sur ce qu'on donne à lire aux gens. Et ça veut dire aussi que, non, le livre n'est pas en train de disparaître. Après, il y a une vraie question éditoriale, pour le coup, à se poser. Alors, Festival du livre l'an dernier, pareil. C'était au Grand Palais. L'étage du Grand Palais, c'était de la romance. C'est pas de la dark romance, c'était de la romance. Mais la romance, ici, ça a été les grandes heures de climat Harlequin. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était le gros marché du livre ici. Mais c'est de la lecture. Hein. Là, il faut pas. Il n'y a pas de mauvaise lecture. Hein. Et c'est peut-être pour répondre à ta question, Théo. Dans la lecture, il y a tout. Il y a le mobile, la tablette, le papier, le livre audio, tout ça c'est de la lecture. Hein. Donc voilà, moi je suis pas inquiet. Après, il y a une vraie question, hein, qu'est-ce qu'on donne à lire à nos enfants? Et j'irais même pousser un peu plus loin au niveau de la lecture. Je parle aussi d'un certain format et type de jeux vidéo, ça s'appelle les visual novels, où c'est quasiment que du texte, avec des images d'illustration fixes. Il y a aussi, il n'y a pas longtemps, j'ai joué à un jeu qui s'appelait Citizen Sleeper et qui en fait était basé sur les RP papier comme Shadowrun ou Cyberpunk. Et en fait, voilà, c'était majoritairement que du texte avec juste les images d'illustration des personnages et quelques interactions avec les dés pour avoir des interactions. Donc je crois que j'ai fait ma recherche, je crois que c'était 6000 lignes de texte dans le jeu, de variations différentes selon les choix que tu fais. Et donc voilà, la lecture existe aussi dans ces formats-là, même avec certains jeux de rôle comme Baldur's Gate où il y a énormément de texte aussi. Donc voilà, il y a aussi le fait que la narration se transforme et utilise d'autres outils. Et c'est vrai que c'est compliqué de s'aligner sur ces nouveaux modes de consommation de lecture différentes aussi. Et... Ouais, attends. Ouais, on dira quand tu auras les questions, s'il te plaît. Juste un petit mot, parce que c'est vrai que ça, c'est assez exemplaire.
on demande aux jeunes s'ils lisent, ils disent non, et en fait ils lisent. Oui. En fait, parce que voilà, c'est leur vision de la lecture, c'est ce truc qui est pas pour eux, alors qu'en fait ils lisent. Moi aussi, hein, j'ai joué à Baldur's Gate et d'autres. Si tu lis pas le grimoire, C'est ça, c'est tu mort. n'y arrives pas. Et même le lore creusé, comme je disais, tu as des jeux comme les Elder Scrolls, tu as le lore inhérent à ton aventure, mais tu as aussi le lore à côté avec énormément de livres qui sont déposés dans le décor que tu peux consulter pour voir le lore subsidiaire et creuser au final beaucoup plus le récit que ce qui t'a implémenté dans le jeu. À propos de ces genres nouveaux, dans le groupe Editis, dans lequel j'ai travaillé jusque l'an dernier, une des dernières collections qui a été créée, alors c'est un nom que j'ai oublié malheureusement, ce sont en fait des romans qui sont inspirés de l'univers des jeux vidéo, qui sont comme des sequels de jeux vidéo écrits et qui ont un succès fou. Ça a été créé aux États-Unis. Là, c'était un tout jeune éditeur qui avait découvert ça en voyage aux États-Unis et qui a essayé de développer ce nouveau genre dans le groupe, et ça fonctionne tout à fait bien, quoi. C'est-à-dire, s'inspire de l'univers d'un jeu vidéo, il y a des intrigues qui sont écrites, et voilà, parce que c'est des références qui sont installées dans le désir, dans l'imaginaire des jeunes, et c'est des portes d'entrée dans la lecture extraordinaires. Donc des espaces de jeux vidéo dans les bibliothèques de demain, Christophe, avec toi? Du coup, complètement. Je ne sais pas du tout si tu nous as fait un placement de produit, mais je veux bien avoir des renseignements suite en jeux vidéo Citizen pour Sleeper. la bibliothèque. Ok. Mais concrètement, si on résume, tous les moyens sont bons pour développer la lecture publique. Tout à l'heure, je parlais que pour ma médiathèque, les résultats sont généralement positifs, plus d'emprunts, plus de lecteurs, certes, mais comme je le disais au préalable, la tendance générale reste quand même alarmante. Il ne faut pas être défaitiste, mais il faut réellement s'en préoccuper. C'est véritablement un enjeu. Et en Polynésie, il n'y a pas... C'est simple. Christian le disait, peu de bibliothèques, il y a très peu d'espace, très peu de lieux d'expression autour du livre. Il faut simplement les mettre en place, les développer. Dommage que le pays soit pas là. Je peux lancer juste un autre sujet. Juste rapidement. Vas-y. Parce que c'est vrai qu'en fait, on a parlé beaucoup des contenus et pas du contenant. En fait, la bibliothèque elle-même, c'est aussi la question architecturale. Donc, on a vu dans les grandes bibliothèques chinoises qui sont des bâtiments incroyables, qui ont des outils de rayonnement local, mais aussi international. Mais souvent, la bibliothèque, c'est un lieu déjà emblématique dans une ville, un lieu fort, un lieu attractif, avec une image et une réputation, etc. On a tendance à... Alors, les choses évoluent tellement vite. On est en train de finir la rénovation de la bibliothèque Bernheim à Nouméa. On a essayé de faire des espaces les plus polyvalents possibles pour prévoir. Alors, bien sûr, on construit un bâtiment pour 50 ans. Sur 50 ans, bien malin qui peut dire quels sont les vrais besoins. Alors, ce que je trouve intéressant, pour revenir à la technologie en ce moment, c'est aussi les nouvelles technologies de construction. Alors, il y en a une qu'on voit tous qui est assez spectaculaire, c'est l'impression 3D. Hein, donc, ça permet déjà de créer des formes et des espaces qu'on ne pouvait pas faire avant. Et puis, au-delà, il y a la construction modulaire, c'est-à-dire où les murs sont faits de briques préfabriquées qui sont extrêmement solides, qui s'encastrent et qui se clipsent et qui peuvent être démontés. Donc, ça peut dire, alors ça ne veut pas dire qu'on va changer la bibliothèque tous les jours, mais on peut construire un bâtiment dans ce genre de matériaux avec ces techniques de construction et se dire, tiens, dans 10 ans, on a besoin de complètement changer l'ergonomie du bâtiment. C'est possible si c'est prévu dans la conception et dans les techniques de construction d'origine. Alors ça, c'est très nouveau, en fait. Ça, c'est très nouveau. Et je pense que c'est de nature à... C'est quelque chose qu'on doit réfléchir et intégrer dès maintenant. Et enfin, dans l'architecture, il y a quand même un truc qui est super important, et surtout pour nous dans les îles, c'est le changement climatique. Donc des bibliothécaires plus solides, bâtis un peu plus haut que... En hauteur, oui. Voilà, un petit peu d'altitude, tu veux au moins 10 ou 15 mètres au-dessus du niveau de la mer, on est pas mal, surtout pour des bibliothèques de conservation. Et puis l'isolation, etc. Voilà, donc c'est tous ces paramètres de construction qui doivent être pris en compte, renouvelés et faire preuve d'un peu, avec les architectes, faire preuve d'un peu d'imagination sur les futurs bâtiments de bibliothèques. Okay.
Est-ce que vous avez encore une intervention? Sinon, je vais laisser la parole au public pour les questions. Attends 5 secondes. Je viens de finir. Est-ce que je peux me tourner? OK, merci. Donc, et c'est une question que tu poses, pas de l'autopromotion, puisque j'ai l'habitude de toi qui viens interagir ici. Donc, tu poses une question, s'il te plaît. Merci. Oui, je vois avec plaisir ce sigle numérique que maintenant tout le monde connaît bien, je pense, le QR code, qui permet de faire un livre d'1 centimètre carré, comme celui-là, et un livre qui fera 9000 pages, par exemple. L'exemple que je peux citer, c'est moi, j'ai été saisi du besoin de raconter ma vie. Eh bien, je l'ai fait dans un QR code d'1 centimètre carré sur le papier. Alors, ça vous parle ou ça vous parle pas, le QR code? Ok, donc en gros, ta question, c'est le QR code de l'usage dans les bibliothèques. Est-ce que ça vous parle, du coup? Le QR code, c'est un lien qui te permet d'accéder à un contenu. Ce contenu, tu le crées, il peut faire absolument le volume que tu veux, mais le QR code, lui, ça n'est qu'un lien, en fait. Il va contenir une quantité limitée d'informations, mais il te permet d'accéder à autre chose. Voilà. Mais ça veut dire qu'il faut que cette chose, elle soit stockée par ailleurs. Elle n'est pas uniquement stockée dans le QR code, sauf si ça tient dans le nombre de bits qu'on peut mettre dans un QR code. Voilà. Alors, bonjour, moi j'ai une question. J'ai habité en Australie. Je suis allée à la bibliothèque de la mairie de l'endroit où j'habitais et j'ai déjà eu une carte gratuitement. Toutes les bibliothèques sont gratuites, les bibliothèques publiques. Et ensuite, quand j'ai dit combien je peux emprunter de livres, elle m'a dit combien t'en veux? J'ai dit combien je peux en emprunter? Elle m'a dit mais non, mais combien t'en veux? Il n'y avait pas de limite en fait sur le nombre de livres qu'on pouvait emprunter. Et la bibliothécaire a été très fière de me montrer des rayons vides en me disant voilà, tous les bouquins sont empruntés, ils sont lus, ils sont dehors. Donc il y avait vraiment une attitude qui était très différente. Donc ma question, c'est combien ça coûte ici pour avoir une carte de bibliothèque? Tu parlais donc d'avoir une carte famille. Combien ça coûte ici en Calédonie? Et est-ce que si on estime que c'est une urgence, est-ce que ça ne devrait pas être gratuit? Eh bien, on tend de plus en plus vers ça. Comme je disais tout à l'heure, on a augmenté le nombre de livres empruntables, on a augmenté la durée des prêts. C'était le constat dans le rapport, qui n'avait pas suffisamment de durée, pas suffisamment de livres. Il y avait un quota bien trop limité de prêts. Or, si on veut vraiment rendre la lecture la plus accessible possible, vous le savez, vous voyez déjà par rapport à ce que je viens de dire, il n'y a même pas à réfléchir. Il faut prendre ce choix, cette décision de favoriser au maximum l'accès, de réduire les prix. On a les abonnements médiathèques à l'année, notamment à travers l'abonnement famille. Pourquoi pas à terme, effectivement, relever ce quota de livres empruntables et ainsi de suite. C'est vraiment une direction sur laquelle on tend. Par ailleurs, j'avais fait passer une délibération en conseil d'administration pour mon établissement, où pour les quartiers prioritaires, les jeunes, je donne des cartes d'abonnement entièrement gratuites. Ils peuvent venir en libre accès consulter nos livres, par exemple. Il y a un truc psychologique, si c'est gratuit, c'est gratuit. Je veux dire, il y a vraiment et je crois que, je sais pas, après, mais d'ailleurs, tu m'as pas répondu, tu n'as pas dit combien ça coûtait, mais non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas, même si c'est pas grand-chose, le fait que ce soit gratuit, ça change beaucoup de choses dans la tête des gens. Et voilà, je pense que ça peut faire venir des gens qui viendraient peut-être pas, même si c'est pas grand-chose. Oui, pardon, excuse-moi. C'est 7 000 francs l'abonnement famille. Voilà. Avec autant de personnes qui constituent ta famille, c'est à 7 000 francs à l'année. Voilà. Donc, alors, moi, j'ai passé les premières années de directeur à me battre pour la gratuité. Voilà. Mais même si on a très rapidement réussi à descendre tous les enfants, les étudiants, les personnes ayant des bas revenus de ça à 100 francs, c'est-à-dire quelque chose de symbolique, moi, j'ai continué à me battre parce que je crois à cette nécessité d'une absence d'obstacles, mais fut-il psychologique. Et puis, j'ai finalement trouvé l'argument massu. Je leur ai dit, écoutez, non, mais c'est un argument économique, parce qu'on dit, oui, c'est une question de principe, la culture a un coût. Certes, oui, elle a un coût, mais justement, moi, je paye quelqu'un qui est à la caisse, je le paye 5 millions par an, et j'encaisse 3,5 millions.
Donc, c'est pas du tout rentable. Et boum, on est tombé à la gratuité. Oui, après, je crois que rien n'est gratuit. C'est une réalité de notre monde. Tout est politique. C'est juste une problématique de décision politique, de se dire il faut que les gens aient accès aux livres, et pour que les gens aient accès aux livres, ben, ça va coûter de l'argent, beaucoup d'argent, parce que c'est bien d'imaginer combien coûte un abonnement à la Maison de la Culture ici sur le front de mer. Il y a des gens qui habitent Travo, il y a des gens qui habitent Moorea, il y a des gens qui habitent Reatea, ils font comment? Donc là, il y a une vraie question, c'est-à-dire que et il y a une vraie question politique, c'est-à-dire que jusqu'où le politique est prêt à aller sur le coût. Lorsqu'on avait, il y a de nombreuses années, parlé avec le Haut Commissariat de éventuellement mettre en place des kits à l'attention des associations, des communes, parce que ça, c'est quelque chose qui est entendu par tout le monde. Tout le monde est d'accord pour la lecture publique, hein. Les politiques, peu importe leur bord. Les mères, ils ont bien compris que les mamans qui votent pour eux, elles sont bien contentes de pouvoir donner un livre à leurs enfants. Après, par contre, personne n'a conscience que c'est quelque chose qui se mesure sur plusieurs années, qui a un coût. C'est-à-dire que c'est pas simple de mettre une maison, enfin un bureau, dire voilà, c'est la bibliothèque. Non. Il faut mettre des livres, il faut les renouveler, il faut mettre de la clim, il faut un animateur formé. Et c'est un coût. Et on avait parlé à l'époque, mais ça s'est évaporé, de mettre en place un kit, du reste avec l'aide de Christophe, pour dire voilà, vous avez une commune, il y a 400 habitants, voilà ce qu'il vous faut comme quantité de livres, voilà ce qu'il vous faut comme structure, voilà ce que ça va vous coûter tous les ans, parce que ça va coûter quelque chose. Et après, ben, c'est juste, est-ce que le politique est prêt à dire ben, ça va, on va prendre ça en charge? Alors aujourd'hui, et j'ai cru comprendre ça lors de l'inauguration hier matin, les planètes ont l'air de s'aligner côté pays-État. Après, il faut rentrer dans du concret. Et c'est peut-être là où on a du mal à faire le pas. Est-ce qu'il y a une autre question? Donc, je regarde quand même si d'autres personnes... Non, d'abord les gens qui n'ont pas posé de questions. Alors d'abord, pour répondre à Mireille, aussi à la bibliothèque de l'université, l'abonnement à l'année, c'est 5 500, mais c'est 20 livres maximum pour 28 jours, et avec une période, un délai en plus de 14 jours calendaire. Sinon, j'ai une question du coup sur les bibliothèques. Est-ce qu'on peut imaginer une pratique qui se fait déjà dans les bibliothèques à l'étranger, qui consisterait à, au lieu d'emprunter un livre physique, j'emprunte une version numérique du livre. C'est-à-dire que j'ai une liseuse, je vais à la bibliothèque avec mon abonnement de la bibliothèque, et au lieu de prendre le livre sur l'étagère, je l'ai sur ma liseuse. En fait, ça existe déjà. Oui. Et vous venez de dire, me semble-t-il, que vous êtes en train de le développer ici à Papeete. Ok. Et ça a été une initiative qui a été prise de développer ce qu'on a appelé le système PNB en France, le prêt numérique en bibliothèque. Il a fallu lever pas mal d'obstacles parce que l'idée de prêter un livre numérique, c'est un petit peu contre-intuitif. On a l'impression que un livre numérique, comment faire en sorte de le prêter et de le rendre, comme ça, il y a un côté un peu immatériel. Donc on a trouvé des solutions à ça. Et en fait, maintenant, il y a des systèmes en place qui permettent aux bibliothèques d'acheter des livres numériques et de les prêter avec... en fait, vous ne rapportez pas votre exemplaire, mais votre exemplaire devient inutilisable au bout d'un certain temps. Le fichier s'autodétruit, comme dans les films. Et on peut aussi le renouveler, on peut le réemprunter très rapidement, bien entendu. Et ça a mis un peu de temps à se mettre en place. Il y a eu beaucoup d'opposition de toutes parts. Moi, dans ma vie professionnelle, cette histoire de prêt numérique en bibliothèque, ça a été une aventure extraordinaire d'apprentissage de la négociation, de la discussion. On s'est retrouvés pendant des heures à discuter avec des auteurs, des bibliothécaires, des collectivités locales, des éditeurs, animés par des gens du ministère de la Culture, pour essayer de trouver comment on allait prêter des livres numériques dans les bibliothèques. Et il y avait des oppositions, je dirais, de tous les côtés, y compris chez les éditeurs, qui ne voyaient pas comment on pouvait prêter des livres numériques sans faire
du tort aux ventes de livres papier. Et moi, j'ai assez vite fait partie des gens qui disaient aux éditeurs, mais les bibliothécaires fabriquent des acheteurs de livres. Donc, peut-être que certains livres vont être lus gratuitement en numérique par des gens, mais ces gens-là, vous les formez à la lecture et c'est un investissement, quoi. Et c'est super important. Et donc, au final, ça a fini par se faire. C'est pas en France où ça marche le mieux parce que le système souffre encore un peu de... Vous avez dû l'expérimenter, du fait que les offres des éditeurs, les grands éditeurs n'ont pas voulu s'accorder sur le prix des offres, les conditions. Donc c'est un peu la jungle pour le bibliothécaire qui doit faire ses acquisitions. Il y a des pays où on a réussi à mieux centraliser ces offres et où le prêt numérique est devenu quelque chose de très significatif en Espagne, au Québec, dans des pays comme ça. Moi, je pense que ça va finir par se normaliser. Et... Complètement. On a tendance à croire que la lecture, le livre numérique a l'air beaucoup plus facile. C'est pour ça que je disais c'est toujours en cours. Il y a quand même pas mal de contraintes, comme elle vient de le dire. La deuxième contrainte, c'est l'accès. Finalement, c'est pas si évident pour un usager, effectivement, de créer son compte et de pouvoir accéder à son livre numérique. Il y a tout un tutoriel à faire. Et pour beaucoup, ça décourage. Ça fait partie aussi des problématiques liées au PNB, sur lequel on travaille. Et concrètement, ça fonctionne comment quand une bibliothèque souhaite rendre possible le prêt numérique? C'est un partenariat avec les entreprises qui fabriquent des liseuses ou comment ça se passe? Il y a une centrale qui vous fournit du PNB. Donc, juste une petite digression côté éditeur, parce que derrière tous ces prêts bibliothèques, il y a quand même une notion qui est fondamentale dans le monde du livre, qui est le droit d'auteur. C'est-à-dire que lire un livre, c'est pas acheter un objet qui t'appartient ad vitam aeternam, c'est payer pour lire une création artistique. Il se trouve que c'est littéraire. Et depuis de nombreuses années, les éditeurs touchent des droits de prêt. Parce qu'effectivement, quand un livre est vendu à une bibliothèque, il est prêté, lu 10, 20, 30, 50 fois. Et là, le ministère de la Culture abonde un fonds qui est redistribué par des boîtes de redistribution, Sophia, et il y en a une autre qui m'échappe, mais tu dois... CFC. Et donc, nous, on touche des droits de prêt parce que notre livre a été emprunté. En fait, c'est un truc qui se déclenche au bout d'un certain nombre et la Sophia ou le CFC reverse aux éditeurs des sommes qui sont assez modiques, mais qui, sur le principe, respectent le droit d'auteur. Et pour finir avec le PNB, nous, on produit des e-books en simultané lorsqu'on sort un livre en papier. On produit 4 e-books, un PDF, un e-book et un PNB PDF, un PNB e-book. Et pour les prix, puisque c'est quand même une notion intéressante aussi, en général, aujourd'hui, le PNB est vendu 2 fois le prix d'un e-book. C'est-à-dire que d'emblée, on considère qu'on va vendre deux livres, qui après sera prêté un certain nombre de fois, et peut-être qui rentrera dans la redistribution de droits de prêt. Mais c'est ce qui a été convenu, en fait, à négocier, et c'est les derrière de ce qui se passe, qui est un peu transparent pour vous, mais c'est quand même des données qui sont importantes à comprendre. Alors, sur la facilité d'usage, à l'ouverture du prêt numérique en bibliothèque, la première expérience de téléchargement d'un livre emprunté en bibliothèque était une véritable catastrophe technique. Et ça, c'était de la faute d'un seul acteur, qui était le système qu'on applique sur le livre pour faire en sorte qu'il soit prêté. Donc, un fichier, vous le savez, on peut échanger très facilement des fichiers. Donc, si on n'avait pas protégé les fichiers, il suffisait qu'une bibliothèque achète un livre, le prête à une personne, et après, le livre pouvait se retrouver prêté, dupliqué sur les réseaux. Alors là, bonjour pour les auteurs et pour les éditeurs de toucher quoi que ce soit en contrepartie de leur travail. Donc, en fait, on a mis un dispositif qu'on appelle des DRM, de Digital Rights Management. Et le premier dispositif qui a été disponible pour faire ça était d'une complexité horrible. Il fallait télécharger un truc spécial, enfin, c'était un cauchemar. Et moi-même, j'ai accompagné des gens dans leur premier téléchargement de lecture, de mes proches, par exemple, qui savaient que j'étais un peu dans le secteur.
Et je finissais par me taper moi-même la tête contre les murs, je n'y arrivais pas. Et on a développé un système alternatif qui s'appelle LCP, et qui est un système beaucoup plus simple. Et depuis ça, on peut beaucoup plus facilement télécharger des livres dans les bibliothèques qui l'ont adopté. Ça, c'est en très très grande vitesse d'adoption maintenant. Ça, c'est quelque chose qui a été fait en France. On ne dit pas assez souvent qu'on arrive à avoir des inventions technologiques performantes. Et c'est un système qui a été développé en France et qui est adopté au niveau mondial, un nouveau système de protection des livres qui est beaucoup moins perturbant pour l'expérience du lecteur. Ça peut paraître des petits détails, mais en fait, ça change complètement la vie des centaines et milliers de gens qui empruntent des livres numériques. Et je pense qu'on va terminer là-dessus puisqu'on arrive à l'issue de notre échange. J'aimerais qu'on applaudisse bien fort nos intervenants, s'il vous plaît. Virginie Clessan, Christophe Augias, Veitoa Tokorangni, Christian Robert et mon suppléant modérateur qui est avec moi, Théo. Donc merci à tous ceux qui ont participé à cet échange et on va passer à la suite de la programmation.